Nous vous remercions pour votre présence donc à ce séminaire régional et mensuel donc qui est consacré aujourd'hui à l'intégration et à l'insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants, avec aussi une attention particulière sur les femmes qui rencontrent encore trop souvent des problèmes, des obstacles et des problèmes spécifiques dans leur parcours. Cette rencontre et ce séminaire donc, mensuel est organisé donc, en partenariat avec l'ORIV, que nous remercions donc pour cette riche collaboration. Et nous remercions également aussi nos intervenants qui interviendront tout à l'heure à partir de 10 heures, donc, que sont Dorothée Berland de France Travail et Justine Host de la DGEFP, donc la Direction générale de l'emploi, de la formation professionnelle, et également, donc si c'est toujours d'actualité, donc une intervention de l'association Pluriel, et je ne sais pas, donc si, donc une intervention également de l'UDAF 57. Donc, cette rencontre a pour ambition aujourd'hui donc de partager des données qui ont été donc actualisées sur le CIR, mais de clarifier aussi les évolutions du cadre institutionnel sur la loi plein emploi et d'améliorer aussi la compréhension des besoins réels des étrangers primo-arrivants dans le Grand Est. Donc, on ouvrira la matinée avec un zoom, un éclairage essentiel donc, sur les profils sociodémographiques des signataires de CIR et donc sur les enjeux d'insertion sociale et professionnelle avec Muriel Maffesoli, donc directrice de l'ORIV. Ensuite, un temps fort qui sera consacré donc à l'importance de l'inscription à France Travail, donc une condition indispensable pour activer un accompagnement efficace, accéder aux formations et favoriser donc une insertion professionnelle durable, donc à partir de 10 heures. Et donc aussi rappeler qu'à travers donc les interventions de nos partenaires nationaux, donc France Travail et DGEFP. Nous reviendrons aussi sur les principaux freins rencontrés par les primo-arrivants, les obligations et les évolutions aussi apportées par la loi plein emploi et les outils et les ressources qui sont disponibles qu'elles présenteront tout à l'heure pour mieux accompagner, orienter et accueillir aussi ce public-là. Et pour terminer aussi la fin de matinée, donc nous sommes toujours ravis d'avoir l'occasion de valoriser des initiatives inspirantes de terrain, donc avec deux interventions de l'association Pluriel par Anaïs Pierrier et le dispositif Parents Solo Projet Pro porté par l'UDAF 57 avec une présentation de Julie Géguer. Voilà, donc un sujet important et prioritaire aussi, comme le soulevait ma collègue Emmanuelle. Donc, je pense que ce séminaire ce matin sera riche, utile et porteur donc de dynamiques nouvelles pour nos actions collectives. Voilà, merci. Enfin, nous vous remercions toutes les deux. Merci. Voilà. Donc, je te redonne la parole, Muriel. Merci beaucoup, Safia. Et du coup, effectivement, on est donc de l'Orive aujourd'hui avec Martine Thibault qui est avec Bonjour à moi. tous et à toutes. Du coup, on va vous faire une petite présentation sur les signataires du CIR pour l'année 2025. Le mois dernier, on n'avait pas les données mises à jour, donc du coup, on vous avait mis en avant quelques données sur la situation des immigrés en particulier. Et là, du coup, effectivement, grâce à des données de l'OFI, on a pu analyser les données. Voilà. Donc, très rapidement, quelques données avant qu'on rentre sur les questions d'insertion professionnelle plus particulières. Comme vous le voyez,
j'ai pris les dernières années parce que ça nous permet de voir un peu l'évolution, parce qu'on a eu une évolution du nombre des signataires du, du CIR du CIR, pardon, qui a été très dépendant des aléas les dernières années, avec la situation de la crise sanitaire qui avait impacté quand même le nombre d'arrivées. Sur l'année 2020, 2021, on avait du coup un rattrapage qui était assez important. On a eu ensuite une évolution en 2022, un nouveau pic en 2023. Et puis depuis 2023, comme vous le voyez, on a une légère baisse du nombre des signataires du CIR, qui est quand même liée aussi à des évolutions administratives qui peut-être une baisse qui est pas tout à fait réelle, puisqu'en fait c'est lié aux files actives qui entraînent des évolutions. Voilà. En tout cas, ce que on constate que en 2025, on a 7010 signataires du contrat d'intégration républicaine pour le Grand Est et de manière générale sur les 5 dernières années, donc en lien avec le statut des primo-arrivants, ça représente quand même 37 000 personnes en cumulé sur le Grand Est. Donc, comme toujours, hein, je fais une présentation avec par département parce que c'est quand même un point important de regarder un petit peu. On a des départements qui sont plus petits, on va dire, en nombre d'arrivées, mais on verra tout à l'heure que les caractéristiques sont quand même très différentes selon les départements. Des tendances d'ailleurs qu'on a depuis plusieurs années qui sont confirmées. Comme vous le voyez, effectivement, on a toujours 4 départements qui ont au moins 10% des signataires du CIR, que ce soit la Meurthe-et-Moselle avec 10,7%, la Moselle à 17,3%, le Haut-Rhin à 18% et le Bas-Rhin à 28,5%. Il faut rappeler aussi que ce sont les 4 départements du Grand Est qui comptent le plus de population. Donc, c'est pas très étonnant qu'on a une surreprésentation sur ces 4 départements. Et puis, effectivement, on a d'autres départements. Les 6 autres départements ont des taux beaucoup plus bas, mais comme on va le voir, des caractéristiques sociodémographiques un peu particulières. J'ai mis également là un tableau, puisque je parlais tout à l'heure des 37 000 personnes qui sont arrivées en 2020, entre 2021 et 2025. Et du coup, vous pouvez voir un petit peu là, ce que représente. En termes de tendance sur la présence sur les départements, un des éléments peut-être à souligner, c'est que le Haut-Rhin est passé en deuxième département en termes de présence primo-arrivant sur l'année 2025. Avant, il était plutôt en troisième département après la Moselle. Donc, on a une augmentation un peu plus importante sur le Haut-Rhin. Un élément qui me paraît important, c'est la distinction entre les étrangers primo-arrivants et les BPI. Alors, vous savez que les bénéficiaires de la protection internationale ont un dispositif un peu particulier avec le dispositif Agir, et c'est surtout en fait des trajectoires et des profils un peu différents. Et c'est intéressant de regarder pour chacun des départements, et ben pour ce qu'on disait tout à l'heure, les 4 grands départements qui sont où il y a le plus d'arrivées de primo-arrivants, ce sont aussi ceux où on a une part de BPI qui est en dessous de 50% à peu près, hein. Alors que les
plus petits territoires, Ardennes, Aube, Vosges, Meuse, par exemple, ainsi que la Marne ou la Haute-Marne, on a plutôt une surreprésentation, sauf la Marne, pardon, mais en tout cas pour les Ardennes, l'Aube, la Haute-Marne et les Vosges et la Meuse, vous le voyez, on a une surreprésentation des BPI parmi les primo-arrivants. Et ça, c'est un point important à souligner. Ça demande pour ces territoires aussi une prise en charge particulière, parce qu'aussi, c'est aussi des territoires souvent où la présence étrangère était moins importante que sur les quatre autres départements. Donc ça, c'est un élément de réflexion qu'on doit avoir. Je rappelle que si on s'intéresse à cette présentation, c'est aussi parce que au-delà des dispositifs qui existent au niveau national, il y a un enjeu d'adaptation au niveau local qui est lié à la fois aux caractéristiques sociodémographiques des territoires, les caractéristiques des communes et des collectivités qui accueillent ces personnes et aussi le système des acteurs du chacun des départements. Et j'ai repris ici donc ce qu'on voit tout à l'heure avec le schéma et donc avec les pourcentages qui vous permet de regarder d'un peu plus près. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple les Ardennes, on a un taux d'arrivée de CIR qui est que 2%, mais 66% d'entre eux sont effectivement dont des BPI, hein. Du coup, la question par contre du nombre de personnes, si on a une approche par public en nombre de personnes, on reste toujours avec une présence importante sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et la Moselle. Mais quand on regarde la part par PPI, on a une réalité un peu différente. Ce qui est quand même important de souligner que sur les 7010 personnes qui sont arrivées sur le Grand Est en 2025, quasiment une personne sur deux sont des BPI. Et ça, c'est une évolution importante sur le territoire. C'était pas du tout une réalité il y a 5 ans ou 6 ans. Donc, une augmentation plus importante. Les nationalités, alors on a au total 116 nationalités différentes qui ont été, qui sont arrivées sur le territoire du Grand Est. Et ce tableau vous permet de voir à la fois les principales nationalités parmi les signataires du CIR. Comme vous le voyez, on revoit, on a les Afghans qui restent sur un taux important, des Marocains, Ukrainiens, des Ukrainiens, Turcs, Tunisiens, Syriens, Ivoiriens, etc. Et on voit très vite qu'on tombe sur des montants de nombre de personnes plutôt faibles, mais on voit bien aussi que la répartition par nationalité est différente parmi les BPI, bien évidemment, puisque c'est des situations qui est liée à la situation de chacun des pays. Et donc, par exemple, sur les Afghans, on a parmi eux, on a 94% des Afghans qui sont en fait des BPI. Ça veut dire qu'on a petit à petit des personnes liées à la famille ou autres qui arrivent. Bien évidemment, pour les Marocains, on n'a pas de représentation au niveau des BPI. Euh, Bien évidemment, je le disais tout à l'heure, la situation, elle est différente selon les départements, etc. Et bien évidemment, les enjeux sont aussi importants en termes de nationalité, notamment sur la maîtrise du français. Et on sait que historiquement, pour le Grand Est, on a un enjeu particulier par rapport à d'autres régions du Grand Est, pardon, des régions au niveau national. On est la seule région
métropolitaine qui en fait qui a pas forcément trois nationalités en premier qui est j'allais dire ancien lié à la langue française et donc on a un enjeu très important sur la question linguistique pour le Grand Est. Ce qui me paraissait important de présenter deux éléments aujourd'hui en lien de l'insertion professionnelle. Quand on regarde les signataires du CIR en 2025, comme vous pouvez le voir, j'ai regardé le niveau d'études et diplômes à l'étranger. Comme vous pouvez le voir, on a quand même un niveau de formation et d'études qui est assez élevé puisqu'on a quand même 23% des signataires du CIR dont on a la disponibilité, parce que vous voyez, on a 5649 au total, on a 23% qui sont de niveau supérieur, bac 4 et plus. On a aussi pas mal, donc 52% des personnes dont on a l'information qui sont sur le secondaire soit avec un diplôme ou sans diplôme. Ce qui me paraît intéressant de souligner, c'est que le profil des BPI est quasiment du même type. Par contre, on a une réalité très différente entre hommes et femmes. Comme vous pouvez le voir, le niveau de formation, de diplôme et d'études est beaucoup plus important des femmes qui sont arrivés en 2025. Comme vous pouvez le voir, voilà, parmi les personnes ayant un diplôme supérieur, bac 4 et plus, 61% des personnes sont des femmes et seulement 39% des hommes. Et la même chose pour bac 3. Donc, un point important. Alors que parmi les hommes, ils sont plutôt présents sur le niveau secondaire. Je crois que c'est un élément qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on garde en mémoire pour la suite du travail ensuite et des réflexions qu'on va avoir sur les questions d'emploi. Euh, j'ai regardé aussi l'activité professionnelle des primo-arrivants à l'étranger dans le Grand Est pour toujours l'année 2025. Là aussi, on se rend compte que 76% de l'ensemble des signataires du CIR sont en fait avaient une activité professionnelle à l'étranger. Donc c'est un taux qui est assez important. Là, par contre, on voit qu'il y a une différence importante entre les hommes et les femmes. 85% des hommes qui sont arrivés en 2025 avaient une activité professionnelle à l'étranger et j'allais dire que, mais quand même, 69% des femmes et 76% des BPI. Donc ça, c'est un des enjeux sur lesquels on a déjà discuté et travaillé sur cette question avec des enjeux de compétences, de reconnaissance des diplômes en particulier. Juste un petit élément complémentaire, les activités professionnelles à l'étranger ont été, pour les personnes qui sont arrivées en 2025, on est plutôt des personnes qui étaient dans le domaine du commerce et de la distribution. Deuxième niveau, d'hôtellerie et de restauration, de tourisme et de l'animation, voire de bâtiments et travaux publics. Bien évidemment, et ça c'est pas nouveau et c'est pas seulement pour les personnes étrangères, mais on a des situations professionnelles différentes entre hommes et femmes. Pour les hommes, on retrouve les catégories que j'ai évoquées précédemment, mais avec d'abord surtout des bâtiments, travaux publics. Du côté des femmes, on retrouve la question de commerce, distribution, restauration et de tourisme. Et surtout, c'est intéressant de le souligner, une activité professionnelle plus importante chez les femmes qui ont arrivé dans le cadre du CIR, d'enseignement et de formation. Donc ça, c'est des points qu'on peut garder pour la suite de notre réflexion.
Avant de passer la parole du côté de France Travail et de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle et de présenter un petit peu les éléments, j'ai repris quelques éléments qui nous permettent d'arriver tout doucement sur la séance qui va être plutôt sur la situation et les enjeux de France Travail. Je rappelais quand même que donc une volonté du gouvernement qui a été exprimé plusieurs fois sur la volonté d'accélérer l'insertion professionnelle des primo-arrivants. Deux éléments importants récents, à part la loi plein emploi dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, rappeler une circulaire du 30 avril 2025 qui rendait l'inscription automatique des étrangers primo-arrivants à France Travail. On va y revenir dans quelques minutes, voilà. Mais aussi un nouvel accord qui a été signé début 2026 entre l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les opérateurs du service public de l'emploi en faveur de l'accès à l'emploi des étrangers primo-arrivants. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on est actuellement. Quand on quelques données récentes qui donnaient en avant le fait qu'en 2025, France Travail a accompagné 212 000 demandeurs d'emploi d'étrangers primo-arrivants. 38% d'entre eux accèdent à l'emploi après 6 mois d'inscription, donc quand même un taux important. Peut-être que France Travail reviendra sur ce point. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, notre préoccupation aujourd'hui, c'est qu'une étude qui est sortie en janvier 2026, mais qui était avant l'inscription obligatoire automatique, pardon. En fait, il y a donc 4 ans après l'admission au séjour, on constate que 60% des étrangers primo-arrivants occupent un emploi. Mais on a une différence très importante qui est préoccupante quand même entre hommes et femmes, avec un taux à 80% des hommes et 51% des femmes. Je précise bien, hein, c'est une étude qui est publiée en janvier 2026, mais qui date des données antérieures, hein. Donc voilà. Euh, Emmanuel, vous voulez intervenir, c'est ça? Oui, merci Muriel. Oui, je rappellerai juste pour resituer, parce qu'il y a une instruction dont on parle sans arrêt depuis maintenant presque un an. C'est l'instruction du 26 juin 2025, qui est une instruction interministérielle, ministère de l'Intérieur et ministère du Travail et des Solidarités, qui rappelle effectivement cette circulaire du 30 avril 2025 sur l'importance d'une inscription rapide des étrangers primo-arrivants à France Travail. Et nous nous permettons ce petit complément, parce que c'est vrai qu'on en parle tout le temps de cette instruction, et ça nous paraissait important de la rappeler dans ce cadre, effectivement, de la situation de l'accès à l'emploi. Donc, je reviens juste sur ces éléments. Quelques éléments qui a été mis en avant, c'est que essayer de comprendre la situation particulière, euh, plus difficulté pour les femmes. Un des éléments qui a été mis en avant dans les travaux qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur, c'est que un des éléments est lié à la charge d'enfants qui a un impact sur les femmes en particulier. Il rappelait quand même qu'un quart des étrangers primo-arrivants au niveau national ont à leur charge au moins un enfant de 3 ans ou moins. Donc, d'ailleurs, il y a ce document a donné lieu avant à une réflexion sur les modes de garde, etc. Mais on peut mettre en avant que les enjeux d'insertion professionnelle pour des étrangers primo-arrivants, il y a d'autres difficultés et des obstacles à la fois individuels et systémiques. Et donc, du point de vue individuel,
ce qu'on a évoqué précédemment, hein, c'est l'histoire et la trajectoire des personnes n'est pas tout à fait la même. Comme on l'a évoqué, il y en a qui ont des diplômes et d'autres pas. Il y a des enjeux administratifs importants, des questions de la situation familiale et dans le domaine systémique, c'est aussi les difficultés sur les réalités sur les territoires ne sont pas tout à fait les mêmes. Et effectivement, on est dans un contexte où effectivement les choses ont évolué d'un point de vue de la prise en charge au niveau des institutions. Et donc, on va avoir une présentation là maintenant avec France Travail. Donc, c'est Justine Host qui va intervenir. Déjà, je vous remercie avant même votre intervention. Et donc, je donne la parole à Justine Host. Oui, bonjour. Donc, Justine Hoche, je suis chargée de mission à la Délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle. Et je suis connectée aujourd'hui avec ma collègue Dorothée Berland de France Travail, du coup, pour vous présenter rapidement ce sujet de l'insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Donc rapidement, en intro, je vais vous parler, ça va faire un peu répétition, mais de des travaux interministériels et qui sont en cours, car c'est vraiment une priorité qui a été identifiée et de tous les travaux, qui se déroulent. Et ensuite, je passerai la parole à Dorothée, qui vous présentera, du coup, les impacts de la EPE et le cadre des actions publiques pour les EPA, l'adaptation des offres de services de France Travail et ensuite différents chiffres sur la répartition régionale des DE EPA. Donc en premier point, l'insertion professionnelle des EPA, donc c'est une forte actualité interministérielle. Donc vous verrez sur la slide suivante, j'ai juste recontextualisé. Car en fait, c'est un sujet piloté par le ministère de l'Intérieur et dans une politique du coup interministérielle, donc sur l'emploi, la DGFP est associée. Du coup, les étrangers primo-arrivants, j'ai rapidement rappelé que du coup, c'était les ressortissants de pays tiers à On peut l'Union passer à la européenne. slide suivante, s'il vous plaît. Ah oui, j'avais pas vu. Merci Dorothée. Donc, c'est les ressortissants de pays tiers, du coup, à l'Union européenne, dont les bénéficiaires de la protection internationale, donc qui sont en situation régulière en France et qui ont vocation à s'intégrer durablement, donc, qui sont sur le territoire national depuis moins de 5 ans. Donc, ces EPA ont vocation à signer le contrat d'intégration républicaine. Je vous ai mis rapidement les données de l'OFII qui viennent de sortir. Donc, par exemple, sur l'année 2025, il y a eu 102 000 CIR de signés. C'était un peu plus en 2024, c'était 110 000 de mémoire. 114 000. Et 114 000, merci Dorothée. Et du coup, un tiers de ces CIR sont des bénéficiaires de la protection internationale. 51% sont des femmes. Et du coup, lors du premier entretien de l'OFII, 59% sont sans emploi à la signature du CIR et parmi eux, 82% déclarent souhaiter exercer une activité professionnelle. Et parmi eux, 47,6% se sont déclarés inscrits au service public de l'emploi, donc au RPE. Donc il y a un véritable enjeu d'accès aux droits et de raccrochage le plus en amont possible au réseau pour l'emploi. Je ne présente pas les chiffres clés d'accès à l'emploi. Je pense que Dorothée reviendra rapidement Oui. par la suite. Ensuite, et comme l'avait précisé Emmanuel Morel, il y a le déploiement de l'instruction conjointe du ministère de l'Intérieur, du ministère du Travail et des Solidarités qui est en cours. Donc, l'instruction avait été signée le 26 juin 2025, donc pour favoriser l'insertion dans l'emploi des étrangers. Donc, je vous ai rappelé dans la slide suivante les 3 axes de cette instruction qui étaient mieux intégrer les étrangers primo-arrivants, donc dès leur arrivée en France, avec garantir leur inscription à France Travail, adapter les formations aux besoins des entreprises. Après, faire des acteurs économiques des éléments moteurs dans le parcours de l'EPA, donc en renforçant leur rôle et en les mobilisant pour favoriser les recrutements, et identifier et coordonner l'ensemble des leviers territoriaux. Et donc, c'est vraiment, par cette instruction, il y a vraiment un double objectif, c'était améliorer le taux d'emploi, le taux d'accès à l'emploi des étrangers primo-arrivants signataires de CIR,
et en même temps résorber les difficultés de recrutement des employeurs et avec un petit focus sur les métiers en tension. Et c'est dans ce cadre que vous avez sûrement dû être sollicité. C'est qu'après, pour déployer cette instruction, il y a une demande du national de dire, bon, du coup, chaque région élabore des stratégies régionales. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans? C'est l'analyse des principales données d'accès à l'emploi des EPA et les besoins qui sont identifiés, notamment dans les secteurs en tension. Euh, donc voilà, les priorités identifiées. Après, les différents partenariats avec les fédérations professionnelles, les OPCO et les conseils régionaux. Parce qu'en fait, il y a également, comme ça a été rappelé, un focus fait sur identifier et formaliser les besoins en FLE pour qu'il y ait une bonne coordination au niveau régional. Donc, du coup, notamment en coopération avec les conseils régionaux et les CARIFOREF pour aussi bien cartographier l'offre de formation linguistique présente sur le territoire. Ensuite, il y a le volet partenariat voilà, avec les DTOFI et mobilisation de tous les dispositifs de l'intégration, donc notamment du BOP 104. Et l'enjeu, c'est vraiment du coup de valoriser les initiatives impactantes de chaque région. Donc, par exemple, en Grand Est, en plus, il y a beaucoup d'actions qui sont valorisables. Bah, je pense notamment aux actions d'aller vers en plateforme OFI et plein d'autres. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de concaténer toutes ces initiatives régionales impactantes. Et également, il y a la demande d'élaborer une cible de progression du taux d'accès à l'emploi à 6 mois des demandeurs d'emploi CIR, des de 20 et voilà, de proposer une cible régionale de progression. Je vous ai rappelé sur la slide suivante, merci beaucoup, les prochaines étapes. Du coup, là, on est en plein dans le premier trimestre où c'est la finalisation des stratégies régionales et la fixation de cibles régionales prévisionnelles. Et donc là, l'enjeu maintenant national, c'est d'homogénéiser et d'analyser toutes les retours reçus et après en vue d'un échange avec les régions et d'homogénéiser voilà, les cibles qui voilà, pour rappel, pourront toujours être ajustées au vu des résultats observés, des différents travaux et dans le cadre des comités territoriaux pour l'emploi, parce qu'il y a un vrai enjeu d'embarquer cela dans la gouvernance de l'emploi. Et cette instruction fera du coup l'objet d'un suivi trimestriel du coup, avec le ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est le premier gros chantier et la première grosse actualité. Ensuite, comme vous l'avez rappelé juste avant, il y a le renouvellement de l'accord cadre État-OFI RPE, donc pour favoriser l'insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants. Donc c'est pour l'année 2026-2030. Donc on est en plein dedans avec Dorothée. Euh, Et il n'est pas encore signé. et il n'est pas encore signé, mais on espère bientôt. Du coup, en fait, pourquoi le renouveler? Parce qu'en fait, l'accord cadre actuel arrive à échéance. Donc, il avait été signé en 2021, voilà, pour une durée de 5 ans. Du coup, il a pris fin, en fait, fin février. Et il y avait du coup un vrai enjeu aussi d'adapter ce nouvel accord cadre à toutes les réformes qu'il y a eu. Donc, notamment avec la nouvelle gouvernance de la loi plein emploi, mais aussi avec toutes les nouvelles exigences et le nouveau CIR mis en place par la loi CIAI. Du coup, les signataires sont toujours les mêmes. Donc, pour l'État, c'est la DGEFP et la DGEF. Donc, ministère du Travail et ministère de l'Intérieur. Il y a également du coup des acteurs du RPE. Donc, on a France Travail, l'UNML, APEC et KEOPS. Et ensuite, il y a également l'OFI qui est signataire. Et voilà, cet accord a vraiment été mené dans le cadre de groupes de travail qui associaient l'ensemble des acteurs. Et les objectifs clés, c'est vraiment de faciliter l'accès des EPA au monde économique au titre d'un emploi et d'une formation professionnelle et de structurer encore davantage les relations du coup entre les différents signataires. Et du coup, dans la slide suivante, je vous ai mis les différents axes de l'accord. Donc ça, c'est pour votre information. Du coup, qui ont été identifiés par tous les signataires. Donc, c'était mieux connaître les publics, accélérer l'entrée dans le parcours vers l'emploi, mobiliser les acteurs économiques également, optimiser et articuler pardon, les offres de formation, bon, avec un focus forcément sur le FLE, et coordonner l'accompagnement et valoriser les compétences pour sécuriser les parcours.
Du coup, c'est les 5 axes pardon, qui ont été identifiés. Et vous parlez d'inscription automatique tout à l'heure, c'est pas exactement ça. Donc, par exemple, dans l'axe 2, on va parler d'un projet qui est en cours, mais je pense que Dorothée t'en parlera juste Oui, après. Donc c'est un projet qui est en cours sur faciliter l'inscription à France Travail dès le premier entretien de l'OFII par les EPA volontaires. Mais du coup, Dorothée, je te c'est pour laisserai en ça qu'on ne parler parle pas juste après. d'automatique, mais de Ouais, systématique. pour bien différencier des publics de la loi plein emploi. Oui, qui sont dans la dimension d'obligation et donc Mm. d'automaticité. Et du coup, la gouvernance dans ce nouvel accord cadre, c'est encore la slide juste avant, Pardon, excusez-moi. excusez-moi. Merci. Euh, la gouvernance territoriale, donc pour nous, c'était un vrai enjeu de s'inscrire du coup dans la loi plein emploi, comme j'ai dit juste avant. Donc c'était vraiment intégrer ce sujet au sein des comités territoriaux pour l'emploi, mais toujours en fonction des besoins territoriaux, parce que c'est vraiment la vocation de ces instances, et qui puissent du coup définir ces enjeux, les enjeux de l'intégration professionnelle qui puissent vraiment être définis au sein de ces instances et également d'inviter les acteurs pertinents de l'intégration. Donc, je pense à l'OFII, aux opérateurs Agir, quand ce sujet est à l'ordre du jour, quand le sujet de l'intégration professionnelle des EPA, des BPI, est à l'ordre du jour. Donc il y a un vrai enjeu de mettre tous les acteurs autour de la table. Et du coup, les prochaines étapes sur cet accord cadre, c'était, enfin, on l'a présenté en CNE, déjà en Comité national pour l'emploi, mi-janvier. Donc là, le 18 mars se tient le comité stratégique avec les représentants de tous les signataires et on souhaite et on espère qu'il soit signé dans le cadre de cette instance. Et au premier trimestre 2026, ce sera, bah oui, donc du coup signature et dans ce cadre, on va élaborer la feuille de route 2026 des actions de chaque représentant et en 2026, ce sera du coup le déploiement de cette feuille de route. Du coup, juste après, je vous ai mis une petite slide sur Agir. Donc, c'est un programme du ministère de l'Intérieur sur lequel la DGEFP est cofinanceur, avec la DIAL aussi, il me semble. Et du coup, c'est un programme d'accompagnement global. Enfin, voilà, je ne vais pas rappeler des BPI pour l'accès à l'emploi, au droit et au logement. Peut-être juste, du coup, parler rapidement parce qu'en fait, on se situe, dans le cadre des renouvellements de l'accord cadre pour les années 2026, 2029 et du coup des marchés, départementaux d'ici, janvier 2027. Donc les marchés sont actuellement, enfin les marchés arrivent actuellement à échéance du coup en fin d'année et ils sont en renouvellement. Donc je sais que pour le Grand Est, 7 opérateurs ont été retenus. Donc là, il me semble que les marchés sont en train d'être notifiés et là, je sais que le préfet de région, via la plateforme régionale des achats, va lancer les marchés subséquents départementaux. Heu, donc ça, c'est, piloté par le ministère de l'Intérieur et l'enjeu, ce sera, que ces nouveaux marchés, doivent être notifiés au plus tard, du coup, à échéance des nouveaux marchés, pour qu'il y ait une passation, heu, avec les anciens marchés. Et du coup, après, je vais vous présenter du coup très rapidement le projet de décret en cours pour faire, du coup, évoluer les conditions d'inscription des ressortissants étrangers à France Travail. Parce qu'en fait, en l'état actuel, l'inscription des travailleurs étrangers sur la liste des DE est conditionnée à la possession d'un certain titre de séjour. Donc, tout ça est encadré, par un article en R, le R 5221-48 du code du travail. Et aujourd'hui, cette rédaction, elle empêche, la pleine application de la loi pour le plein emploi. Parce qu'en fait, certains publics qui sont visés par la loi, dont les bénéficiaires du RSA ou les jeunes de moins de 26 ans accompagnés par la mission locale, ne disposent pas d'un titre de séjour qui permet de s'inscrire à France Travail. Et de ce fait, ils ne peuvent pas bénéficier de l'accompagnement et des prestations du coup associées, alors qu'ils sont éligibles. Donc il y a un vrai enjeu d'aligner le code du travail avec le CESEDA. Donc il y a un projet de décret qui est en cours, qui vise à simplifier les modalités d'inscription des ressortissants étrangers du coup à France Travail, et d'aligner du coup les différents codes. Donc vous verrez, sur la slide suivante, qu'il y a un projet de réécriture qui permet de faire évoluer les conditions, d'inscription des travailleurs étrangers sur la liste des demandeurs d'emploi et en fait, c'est une nouvelle écriture qui est beaucoup plus simple,
car par principe, tous les titulaires d'un document de séjour autorisant à exercer une activité professionnelle salariée peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi à France Travail, sauf des exceptions citées. Donc voilà, on ne cite plus exhaustivement tous les titres qui autorisent à être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. C'est une autorisation de principe, sauf exception. Donc là, le projet est actuellement en train d'être examiné par le Conseil d'État et on espère qu'il pourra être vite publié dans la foulée. Donc c'est la dernière étape de consultation. Et donc voilà, on espère que dans les prochaines semaines, vous aurez des nouvelles de ce projet de décret, car enfin, voilà, c'est assez important. Euh, voilà, c'est assez important et pour le coup, ça aura des vrais impacts. Et j'en dis pas plus. Je laisse la parole à ma collègue Dorothée Verland pour la suite de cette présentation. Dans les 3 points que je vous présenterai, je serai assez rapide pour qu'on ait des temps de questions après derrière. Je vous ai refait un petit focus sur la loi pour le plein emploi, France Travail, le RPE, parce que quand on dit inscription à France Travail, c'est inscription au RPE. La porte d'entrée, c'est France Travail, mais c'est l'inscription au RPE qu'il faut avoir en tête. Les chiffres clés, le contexte institutionnel, je vous laisserai, on vous passera rapidement. Vous avez les slides, vous pourrez y jeter un œil et lire tranquillement. Les principaux freins, les enjeux associés et de ce fait-là, la déclinaison action. Avant de vous donner quelques informations chiffrées et puis après, on passera sur l'offre de service. Je veux bien qu'on passe sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, dans le cas de la LPE, hein, je rappelle qu'il y a une transformation en fait de Pôle emploi en France Travail, mais cette transformation, elle n'est pas simplement le fait d'accoler un changement de nom. C'est des missions historiques, des nouvelles missions, dans un contexte qui fait que notamment pour les primo-arrivants, on a un constat, c'est que 10 à 15% des emplois qui étaient prévisibles en termes de demande de compétences entre 2020 et 2030, c'est 10 à 15% qui ne sont pas pourvus ou pourvoyables par des actifs nationaux ou locaux, d'où le fait comment on transforme des talents d'ailleurs en talents d'ici. Donc ça, c'est le contexte qu'on a avec la LPE et on a un contexte d'actualité qui vient s'ajouter. J'y reviens pas, c'est l'instruction que vous a présentée Justine. Et également, dans le cadre de convention nationale de partenariat entre le ministère du Logement, le ministère du Travail, France Travail, le GIP pour les entreprises s'engage. Il y a également une convention avec un plan qui s'appelle AMEL et qui vise aussi à pouvoir proposer des programmes de remobilisation, de formation courte pour des personnes qui sont notamment dans les centres d'hébergement d'urgence. Alors là, on n'est pas que sur des publics étrangers, mais il y a aussi des publics non nationaux qui sont concernés dans ce cas-là. Et c'est sur un objectif national sur 2025-2028 de 1000 parcours, des secteurs en tension, notamment services à la personne, hôtellerie, restauration, BTP, donc qui peuvent justement en lien avec le programme Émile que vous connaissez sûrement, voilà, interagir et avec les publics primo-arrivants. Le slide suivant. Justement, je vous ai fait un petit topo du profil et la volumétrie à la fois source France Travail, source ministère de l'Intérieur, donc à la fois sur le nombre d'inscrits à France Travail, étrangers tout confondus, dont 70% sont des extra-européens. On avait 150 000 inscrits primo-arrivants au sens CIR, hein, parce que c'est la seule manière pour nous de les toper, c'est quand ils sont passés par l'OFII qu'ils ont signé un contrat d'intégration républicaine et dans nos systèmes d'information, de partage d'informations au niveau national entre l'OFII et France Travail, on peut toper les personnes par rapport à cette qualité de CIR. Et puis, comme je le disais, 231 000 demandeurs d'emploi primo-arrivants CIR ont été accompagnés au cours de l'année 2025. Quand la France comptait fin d'année dernière, près de 650 000 signataires de CIR, plus de 700 000 bénéficiaires de la protection internationale et qu'on sait que 29% des signataires de CIR étaient désireux de trouver un emploi à court ou moyen terme. C'est ce qui est en tout cas déclaré auprès de l'OFII et en même temps comme étant inscrit au service public de l'emploi. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles on va revenir après parce que l'inscription on parle pas toujours tous la même langue quand on parle d'inscription et ça pose des incompréhensions parfois par rapport à cet aspect-là. Donc vous avez une représentation avec une petite carte colorée puisqu'effectivement les demandeurs d'emploi signataires d'un CIR sont pour nous en fait matériellement
concentré dans 6 régions qui regroupent un peu plus de 70% des publics, dont le Grand Est avec 8,9% des publics. C'est 53% d'hommes, 47% de femmes, majoritairement avec un âge 26-49 ans, une expérience professionnelle. Par contre, un niveau de français langue étrangère où on est en 65% d'infra A2 et 48% ont un niveau A1 ou infra, avec tout ce que ça peut induire. Des publics qui ont un niveau inférieur au bac pour 58%, mais par contre, on a 18% qui ont un niveau bac plus 3 et plus. Voilà, donc tout contraste que ça peut avoir par rapport à l'ensemble de ce public. Et je vous montrerai dans quelques minutes les informations concernant les demandeurs d'emploi signataires de CIR au niveau national et je vous ai fait l'extraction par rapport au niveau Grand Est, ce qui vous permettra aussi d'avoir plus d'informations. Donc si on regarde ces informations, et je veux bien qu'on passe sur la slide suivante parce que ça reprendra les éléments que mis. Au regard de ces informations, de ces profils, des principaux freins que vous connaissez comme moi par rapport à ce public, que France Travail a identifié 3 enjeux qui sont d'optimiser la prise en charge collective du plus grand nombre de primo-arrivants et d'améliorer leur information. Information à la fois des professionnels qui les accompagnent et information directe au niveau des personnes. Vos collègues de l'adresse vont pouvoir trouver d'ici quelques semaines. Je pense que d'ici la fin du mois, je pourrai mettre sur la place nos nouveaux livrets traduits et disponibles en 8 langues qui expliquent l'inscription, l'accompagnement pour les volontaires, pour les BRSA, pour les jeunes et le questionnaire d'orientation, voilà, qui sera partageable, non seulement sous forme de livret, mais sous forme de QR code, par exemple, pour faciliter cette prise en compte par les publics comme par les professionnels. Il y a l'expérimentation d'inscription systématique à France Travail, qui effectivement intervient, donc j'en parlerai dans quelques instants, qui a vocation d'ici la fin de l'année à pouvoir inscrire de façon systématique des demandeurs d'emploi au moment de la signature du contrat d'intégration républicaine, dès lors qu'ils sont volontaires et qu'ils se déclarent sans emploi. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, mais qui ont déjà un emploi, on verra dans un second temps cette cible se matérialiser. Par contre, on se nourrit, on suit vos travaux d'expérimentation en Grand Est parce que tout ça permet d'identifier des spécificités, des problématiques au sens large du terme, mais c'est-à-dire à un moment donné quelque chose qui coince dans la machine et qu'il faut identifier, étudier et trouver si possible une solution pour faciliter, fluidifier les parcours d'inscription. Et puis, parce qu'il n'y a pas d'emploi sans entreprise, c'est comment on met en place et on développe des parcours sur mesure qui permettent d'intégrer des parcours métiers-langues et notamment de pouvoir accroître le recours au POI. Et depuis février l'année dernière, la mise en place de la POI allophone est un des éléments. Donc, nos enjeux cruciaux, c'est vraiment de renforcer l'aller vers avec l'application que nous avons développée depuis 2022, Travailler en France, faire de cette application avec l'appui des acteurs associatifs un fer de lance dans cette allée vers. C'est l'inscription systématique qui va renforcer cette dimension de raccourcissement du temps entre j'arrive en France, je remplis mes obligations administratives mais je veux travailler, comment j'y vais et comment je suis accompagnée. Donc pour accélérer l'accès au marché du travail de ces personnes, répondre aux besoins des entreprises, notamment sur les métiers en tension, et pour ça, on a encore un challenge, c'est d'améliorer l'information, de fluidifier l'information et le parcours et de construire encore plus et mieux, si on le peut, des parcours sur mesure métier-langue. Je veux bien qu'on passe sur... voilà, donc je Donc, vais... juste une petite Oui. question. Tout à l'heure, vous reveniez sur la question, le terme d'inscription obligatoire ou Mm. systématique. Voilà, automatique, pardon, et systématique. Vous reviendrez dessus? Parce que juste souvent. Oui, oui, je vais revenir Ok, dessus. ok, C'est dans la quatrième partie, mais la troisième ok, sera courte. ok. Voilà. Là, je vous ai juste mis une représentation, voilà, géographique. Vous pouvez, oui, oui, allez-y, non, n'hésitez pas. Une représentation par répartition territoriale, voilà, pour que vous puissiez identifier la région Grand Est et l'ensemble des régions par rapport à cette concentration. Avant de vous donner l'information sur le slide suivante des données nationales par rapport aux primo-arrivants.
Je veux bien qu'on aille sur le slide. Voilà. Suivant, où vous avez là les informations que vous retrouvez hein, sur le tableau de bord Réseau pour l'emploi, RPE, où là on a les chiffres à fin décembre 2025 et avec un comparatif à fin décembre 2024. Donc voilà, ça vous permet de pouvoir avoir cette information. Les demandeurs d'emploi par différentes catégories, qu'ils soient RSA, qu'ils soient en obligation d'emploi, plus de 50 ans, moins de 26 ans, QPV. Et puis également l'accès à l'emploi à 6 mois, le public prioritaire par rapport à l'entrée en formation et l'accès à l'emploi 6 mois après la sortie de formation parce qu'on voit qu'il y a vraiment un gap. Et puis je vous ai distingué les CIR de moins d'un an, les CIR entre 1 an et 5 ans, où on voit qu'effectivement ce gap par rapport à ces entrées, ces accès à l'emploi et ces accès à l'emploi post-formation, on a quasiment 8 points de différence par rapport à l'un et à l'autre. Donc ça, c'est quand même important. Et sur le slide suivant, vous avez ce focus-là, mais couleur Grand Est. Euh, avec le rappel du national sauf pour la première partie, j'avais pas assez de place, d'où le fait que je vous ai fait un slide spécifique national et vous avez les points comparatifs avec les données sur chacun des items, chacun des indicateurs qui est là à fin 2025, fin 2024 avec on voit une évolution en Grand Est du nombre de signataires de CIR inscrits à France Travail. On est passé de 10 800 à 13 700 quasiment, donc avec une part plus importante de public signataire entre 1 an et 5 ans. Bon, ça fait partie aussi de la dimension et des taux notamment de BRSA qui sont autour d'un petit 30%, donc qui peuvent avoir euh, pardon, 30% lorsqu'on est sur du public euh, plus d'un an, mais sur un taux complet de 36%. Donc voilà, il y a une évolution là sur ces publics entre 2024 et 2025 qui est important à voir. On voit que la dimension liée à Cap Emploi, liée au handicap, à la dimension TH, est faible, mais en même temps est souvent méconnue parce que la dimension santé est une question qui est compliquée, la fragilité est une question qui est compliquée culturellement. Donc ça fait partie des travaux qu'on souhaite embarquer au niveau national pour mieux sensibiliser, pour mieux trouver les arguments et dépasser euh, ces blocages culturels pour que l'intégration en entreprise soit une vraie réussite tant pour la personne que pour l'entreprise qui a accueilli cette personne. Donc ça fait partie des éléments de travaux, comme l'évoquait Justine, voilà, sur la feuille de route 2026, il y a un certain nombre de thématiques au regard de ces informations que nous allons travailler. Donc, je vais revenir justement à ce que j'évoquais, la dimension d'inscription. Parce que c'est le cœur de l'enjeu France Travail RPE. J'en profiterai pour vous éclairer sur l'inscription systématique et puis donc clarifier les étapes, le délai et ce qu'est une inscription demandeur d'emploi validée. Voilà, pour qu'on puisse parler tous le même langage ou comprendre quand les uns et les autres parlent d'inscription pour le remplissage du script francetravail.fr et puis d'autres quand on parle d'inscription effectivement finalisée à France Travail et mise en place d'accompagnement. Parce que c'est le même intitulé, mais c'est pas forcément la même réalité. Sachant qu'avec la loi plein emploi, en fait, la notion de demandeur d'emploi, elle a évolué. Il y a, comme l'évoquait tout à l'heure Justine, il y a les personnes qui sont dans l'automaticité, dans l'obligation du fait d'être demandeur du RSA, du fait d'être bénéficiaire du RSA, d'être conjoint d'eux, d'être jeune, accompagné par une mission locale et notamment par rapport à une orientation SEJ ou PACEA et par rapport à une demande d'accompagnement travailleur handicapé, il y a cette obligation qui est faite par la loi LPE d'être inscrit à France Travail pour être accompagné par l'acteur du RPE adéquat. Il n'empêche que la demande, l'inscription sur demande qui existait précédemment, elle reste toujours existante. Donc les deux se combinent par rapport à ça. Et vous avez en dessous le, le synopsis de ce qu'est la prise en charge des demandeurs d'emploi, donc des demandeurs primo-arrivants. Dans le réseau par et dans le réseau pour l'emploi, hein, parce que l'inscription en fonction de
une inscription volontaire, une inscription parce qu'on fait une demande de RSA, parce qu'on sollicite un accompagnement Cap Emploi, parce qu'on est personne sans emploi et on demande à être accompagné, ou parce qu'on est personne accompagnée par une mission locale, eh bien, il y a cette inscription sur le script euh, francetravail.fr, soit par le biais de la mission locale, soit par le script de demande du RSA, voilà, et la complétude du questionnaire d'orientation qui vont permettre cette orientation vers le bon acteur d'accompagnement, que ça soit France Travail, que ça soit les missions locales, que ça soit Cap Emploi par délégation, que ça soit le conseil départemental ou ses délégataires, voilà, qui permettent quand on est inscrit à France Travail, on n'est pas forcément accompagné par France Travail. Et que, par contre, il y a une synergie commune, c'est qu'on a, à l'issue de cette orientation, une prise en charge par l'acteur d'accompagnement. Et cette prise en charge, elle se fait par la pose d'un diagnostic dans le cadre d'un premier entretien qui a vocation par rapport à ce diagnostic à mettre en place un plan d'action et qui est contractualisé par un contrat d'engagement. Donc voilà, ça permet de pouvoir finaliser les éléments. Ce diagnostic étant posé pour l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi sur le référentiel de diagnostic du réseau pour l'emploi qui a été validé par le Conseil national pour l'emploi. Donc ça, et qui est itératif, c'est-à-dire qu'il est récurrent à chaque grande étape du parcours et quel que soit l'acteur du RPE qui va accompagner la personne dans cette étape. Si on passe au slide suivant, justement, dans le cadre de cette inscription systématique, hein, pourquoi on est focalisé fortement, et c'est un enjeu pour France Travail, c'est qu'il y a près d'un million d'étrangers primo-arrivants en France qui sont pour une grande majorité d'entre eux en recherche d'emploi ou en emploi ayant possibilité d'en rechercher un autre, que la barrière de la langue, de l'écrit, la méconnaissance des droits fait pour presque les deux tiers d'entre eux des difficultés à pouvoir s'inscrire, à connaître ce qu'est France Travail, ce qu'est le RPE. Voilà. Donc, il faut pouvoir faciliter. Ce qu'on veut changer, c'est vraiment pouvoir permettre aux personnes d'être actrices, donc avec une information accessible, multilingue, pédagogique, et faire de l'insertion professionnelle un levier d'intégration durable, d'où le fait qu'on était totalement en raccord avec l'intervention de tout à l'heure. Et pour ça, de connecter ce vivier aussi de candidats motivés aux entreprises qui sont prêtes à recruter inclusivement. Donc, dans ce que j'évoquais tout à l'heure, notre optique d'adaptation de nos offres de services depuis 2024, c'est renforcer l'aller vers. Pour pouvoir mieux accueillir, on a l'outil Trad-emploi qui permet de traduire 130 en 135 langues en accueil, en accompagnement les publics qui sont accessibles aux acteurs du RPE que sont les missions locales, que sont l'APEC, que sont les MSA qui le testent et qui sont en train d'être testés également pour les France Services actuellement. Il y a tout ce qui est la synergie qu'on teste de demande d'inscription, de faciliter donc cette inscription systématique, facilitée depuis les plateformes OFI. Donc c'est testé, on va le voir juste après, en Île-de-France et en Pays de la Loire. Et puis on a l'outil que j'évoquais tout à l'heure qui est travaillé en France, dont vous trouverez dans les outils partagés et partageables dans le support tout ce qui est à la fois les éléments QR code pour télécharger, pour avoir accès à son guide de pas à pas pour les professionnels ou également le webinaire qui permet de répondre à toutes les questions sur ce sujet-là. Et comme je vous le disais, vous allez avoir d'ici quelques semaines des nouveaux livrets qui permettent d'expliciter l'inscription, l'accompagnement, l'offre de service de France Travail avec des outils spécifiques, donc traduit et disponible en 8 langues, et puis également comment on remplit le questionnaire d'orientation, non seulement de traduire le questionnaire d'orientation, mais d'expliciter les notions qui sont comprises et contenues dans ce questionnaire et qui ne sont pas forcément aussi simples que ça, parce que quand on parle baccalauréat, ça parle à un grand nombre d'entre nous, mais quand on vient d'ailleurs et qu'on n'a pas suivi le même cursus, c'est pas aussi simple que cet aspect-là. Donc, on a vraiment travaillé avec différents acteurs pour qu'il y ait une traduction fac qui soit inclus. Et dans les traductions en langue étrangère, on a conservé aussi cette dimension de traduction à la fois
mot à mot de la question que la personne va rencontrer, mais également de la traduction des notions. Juste une petite question. Oui. Euh, du coup, là, on évoquait cette démarche renforcer la LEVR et Mm. l'inscription. Est-ce que, du coup, on sait quand même que plusieurs personnes sont confrontées à la question du numérique et la dématérialisation. Du coup, est-ce que forcément ça passe par le numérique ou il y a d'autres possibilités? Non, ça fait partie justement, si on prend la slide d'après, avec Oui. l'inscription systématique, c'est quand elle passe. Euh, alors, pour l'application Travailler en France, on travaille beaucoup avec de nombreuses associations pour en faire un outil à la main des associations qu'elles peuvent utiliser avec la personne, puisque comme l'application est traduite et disponible en 4 langues, bah, c'est aussi comment donner la possibilité aux personnes d'être autonomes par rapport à leur langue dans les informations qu'elles s'approprient, sachant que tout ce qui est les supports contenus peuvent être googlisables dans d'autres langues et toutes les vidéos sont sous-titrées en 70-75 langues. Voilà, donc ça permet quand même de faciliter une autonomisation. Après, dans l'expérimentation de l'inscription systématique, c'est en plateforme OFI, donc avec l'appui, l'accompagnement, l'information en amont et l'expression d'éléments qui sont donnés par l'auditeur auprès de la personne. Et on cherche également à pouvoir renseigner mieux la personne qui passe et qui va expliquer à l'auditeur dans les questionnements qu'elle est sans emploi, qu'elle est en recherche d'emploi et qu'elle souhaite être accompagnée, qu'elle est volontaire pour partager ses données. Parce que quand on dit systématique, c'est qu'il n'y a pas d'obligation au jour d'aujourd'hui. La loi n'oblige pas un signataire de CIR à s'inscrire à France Travail au RPE. Euh, il faut pour ce faire que la personne donne accord pour la transmission de ses données. On est dans un cadre RGPD comme partout ailleurs. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui se déclare en recherche d'emploi ou en emploi, eh bien, et qui signe un CIR, ben, il va faire une démarche en parallèle pour s'inscrire à France Travail en mission locale auprès du conseil départemental, voilà, etc. Euh, la solution cible, c'est de pouvoir faciliter, de pouvoir au même moment et au regard des informations qui sont données par la personne en plateforme OFI, pouvoir intégrer cette démarche sans démarche additionnelle à réaliser. Donc avec une première en tout cas mise en place de solutions cibles à l'horizon de cette fin d'année et en fonction de la solution qui sera embarquée par l'OFI, peut-être une information et une mise en place d'une solution complémentaire retenue et plus sécure en termes de données qui serait via les API. C'est en tout cas, d'un côté comme de l'autre, France Travail et l'Office sont plutôt partants sur cette seconde solution, mais on aura déjà une solution à proposer pour généraliser cette inscription systématique en fin d'année. Par contre, je voudrais préciser donc l'inscription et je veux bien le slide. Voilà, c'est celle-là. Parce que il y a souvent confusion et on le voit on l'expérimente tous les jours dans le cadre de l'expérimentation entre la transmission des données personnelles via francetravail.fr ou l'inscription obligatoire ou dans le cadre de l'expé et le fait d'être inscrit réellement ou en fait d'être inscrit réellement, c'est lorsque vous êtes à l'opposé de la slide sur signature CE, sur signature du contrat d'engagement. Voilà, là, l'inscription, elle est finalisée et validée. Parce que quand on transmet ces données, il y a un traitement de la demande d'inscription, qu'elle soit automatique ou qu'elle soit manuelle à certains moments. Et la personne, elle est soit, parce qu'il n'y a pas de problématique de titre de séjour, inscrit administrativement. Donc on est dans la première case verte en haut, au côté gauche de la slide. Elle peut être identifiée, mais elle a besoin d'avoir une vérification de ses données, notamment titre de séjour. Ça nécessite de passer par un rendez-vous, ce qu'on appelle un PRV, un premier rendez-vous, qui est fait par des conseillers en gestion de données, gestion administrative, et qui vont vérifier les documents et documents qui doivent être des documents non photocopiés, vraiment des documents originaux pour pouvoir confirmer l'identité de la personne et permettre soit que la personne est considérée comme inscrite administrativement, ou soit qu'elle est en refus, en rejet d'inscription par rapport à ça. Et puis, il y a certaines personnes
on ne trouve pas à un moment donné, notamment dans le cadre de l'expérimentation, parce que il peut y avoir un double numéro AGDREF. La personne a été ce qu'on appelle les numéros CIR Dublin, par exemple, et donc bah, il y a deux identités qui se confondent. Donc il y a un traitement manuel qui est fait dans ce cas-là, dans le cadre des expérimentations par nos plateformes, ou qui est fait par les agences pour pouvoir, à un moment donné, bah, repasser par ce circuit. À minima, si c'est le cas, un rendez-vous PRV, en fonction de la convocation et de la présence ou non de la personne, de pouvoir vérifier si elle est inscrite ou non inscrivable. Si elle est inscrite derrière et par rapport au fait que la personne montre des difficultés linguistiques, il y a un rendez-vous d'entretien d'orientation qui est fait en agence, en physique, parce que sinon c'est plutôt du distanciel et du téléphonique, mais où la personne le remplit sur, quand on est sur francetravail.fr, elle le remplit, c'est la troisième partie du questionnaire. Mais dès lors qu'elle coche qu'elle a des difficultés de français, eh bien, il y a la mise en place d'un rendez-vous en présentiel en agence. Donc, faut-il que la personne, par contre, soit présente à ce rendez-vous. Si elle est absente, il y a réémission d'un rendez-vous. Et en cas d'absence au second rendez-vous, bah, il y a clôture de sa demande d'adhésion à être sur la liste de demandeurs d'emploi. Lorsque la personne est présente, lorsque le rendez-vous a été réalisé, il y a une dimension d'orientation où là, il y a la flèche violette qui est affichée sur l'écran. Et là, en fonction de cette orientation, ben, soit la personne va être accompagnée par France Travail et ou Cap Emploi, par la mission locale ou par le conseil départemental. Donc, lorsqu'il y a un comportement orientation vers France Travail et Cap Emploi, il y a une convocation pour un premier entretien d'accompagnement qui se fait automatiquement par envoi de courrier et transmission dans la boîte et la création d'un nouvel espace personnel de courrier qui va informer la personne qu'elle est inscrite, qu'elle a un espace personnel avec les codes de sécurisation par rapport à ça. Et la personne, bah, si elle est présente à son rendez-vous, eh bien, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un diagnostic, un plan d'action qui est émis et un contrat d'engagement avec des droits et des devoirs. Et c'est la signature de ce contrat d'engagement qui va permettre de valider et de finaliser cette inscription et le démarrage de l'accompagnement. Lorsqu'on est accompagné et orienté vers les missions locales, il y a une attente de prise de contact avec l'acteur pour un rendez-vous d'entretien, de premier entretien d'accompagnement. Idem quand c'est par rapport à une mission locale, jusqu'à ce que le conseil départemental prenne contact et mette en place l'accompagnement, le début d'accompagnement. Donc voilà, on est bien sur des termes qui, selon les acteurs, peuvent avoir le même intitulé, inscription, mais on n'est pas sur les mêmes réalités. Quand France Travail parle d'un demandeur d'emploi qui est inscrit, inscription finalisée, on est là par rapport au fait qu'il a signé son contrat d'inscription. Sinon, c'est une inscription administrative et il y a encore tout un parcours, sachant que entre l'orientation et la signature du contrat d'engagement. Il y a au maximum, lorsqu'il y a un accompagnement France Travail, 30 jours réglementaires de maxi entre ces deux délais. Par contre, entre le fait d'avoir transmis ces données et selon les étapes et selon la présence ou non au premier entretien de convocation de la personne, eh bien, il peut y avoir en amont plusieurs semaines qui peuvent s'écouler. Donc voilà, je voulais repréciser ces aspects-là. Notamment, on le voit avec des publics euh, dans le cadre d'Agir ou dans le cadre de l'expérimentation. Voilà, cette compréhension ou cette différence entre ces parcours pour être réellement inscrit. Par rapport à ce besoin d'adapter la formation aux besoins des acteurs économiques, c'est vraiment faire face aux besoins en compétences des entreprises, la nécessité de transformer les talents d'ailleurs en talents d'ici. C'est comment on construit des parcours et ces parcours notamment peuvent intégrer la dimension de validation des acquis de l'expérience, de reconnaissance des diplômes, de montée en formation à la fois linguistique et premier niveau linguistique et premier niveau professionnel. C'est l'objet de l'adaptation de la POI, la création de la POI allophone, qui vise à justement être une réponse rapide aux besoins des entreprises pour former à des
un premier niveau de gestes de métier sur des métiers en tension des personnes et également monter d'un niveau linguistique les personnes, sachant que c'est un maxi de 600 heures avec la dimension FLE qui est de 150 heures à minima pour des personnes qui sont à minima avec un niveau de base acquis A1 ou un niveau de base acquis A2, puisque l'objectif est de passer du A1 au A2 d'un point de vue FLE ou du A2 au B1 d'un point de vue français langue étrangère. Et à chaque coup, quand il y a POI, c'est-à-dire qu'il y a l'expression d'un besoin d'une entreprise, il y a identification des candidats ou candidats identifiés par un partenaire et analyse de l'écart entre l'emploi et les compétences de la personne et construction d'un parcours, dont la POI allophone peut être un tout avant un CDI, un CDD long, de l'intérim, ou également une étape par rapport à l'entrée en alternance. Ça peut être également le cas. Après, il y a tout ce qu'on peut mobiliser pour adapter au niveau des publics, des parcours en relation avec les liens avec les entreprises. C'est l'un des objectifs de l'application Travail en France, parce qu'il y a tout un pan d'aller vers d'informations sur se tester son niveau de langue, c'est quoi le monter en compétences, c'est quoi faire reconnaître ses diplômes, voilà, etc. Mais il y a aussi tout un pan qui permet d'accéder facilement à l'emploi en donnant accès à des offres qui sont géolocalisées du plus proche de l'adresse qu'a indiqué la personne jusqu'à 30-40 km selon les territoires. Alors, en Île-de-France, c'est 30-40 km, c'est très loin, mais sur certains territoires, c'est nécessaire d'avoir par rapport au secteur que la personne a choisi, mais elles sont toujours présentées du plus proche au plus éloigné. Ça permet de positionner les personnes sur des offres qui sont déposées auprès de France Travail, qui sont des offres sur des secteurs en tension et qui sont des offres qui sont obligatoirement débutants acceptés sans diplôme nécessaire. Voilà, pour vraiment faciliter ce premier pas d'entrée ou ce pas d'entrée durable en emploi, parce qu'en fonction du parcours antérieur, eh bien, on a besoin de temps, ne serait-ce que pour apprendre la langue en adéquation avec son niveau d'expertise, de faire reconnaître ses diplômes, et on sait que ça demande du temps. Il y a aussi tous les dispositifs comme les clubs sportifs s'engagent, les job dating qui sont mis en place, les forums de recrutement qui sont suivis d'accompagnement pour embauche spécifique, et puis l'usage, par exemple, aussi de l'immersion facilitée qui sont utilisées de plus en plus par rapport à ce public. Il y a eu même des expérimentations, notamment le Grand Est en a fait partie quand on a expérimenté avec l'OFI les parcours vers du niveau A2. Il y avait toute une partie de pan autour de l'immersion facilitée et on avait vu que voilà, les entreprises étaient sensibles à cette dimension-là, mais plutôt avec des publics qui arrivaient à du niveau A2 pour les accueillir en entreprise. Infra A2 et A1 et infra A1 est beaucoup plus compliqué pour un grand nombre d'entreprises d'aller jusqu'au bout dans la démarche. Ça, je vous remettais par rapport à tout ce qui était lié à optimiser la prise en charge collective. Il y a l'information de l'ensemble des acteurs avec data emploi de tout ce qui est le tissu économique, les opportunités d'emploi, les profils attendus en termes de compétences. Donc ça, c'est plutôt par rapport aux professionnels. Dora, j'entendais l'exploration que qu'on va Oui. faire l'adresse. Voilà, bah, c'est aussi pour pouvoir à l'échelle départementale identifier par les acteurs et mettre en lumière par les acteurs leurs offres de services et donc permettre aux autres acteurs qui accompagnent les publics de positionner les personnes sur cette offre de service, parce que c'est aussi l'intérêt de Dora, c'est de pouvoir positionner une personne sur l'offre de service d'autres acteurs, et ça c'est quand même nécessaire. Il y a tout ce qui est lié à l'information avec l'Académie France Travail, et dans l'Académie France Travail, vous avez une nouvelle version du kit primo-arrivant qui est à disposition de l'ensemble des acteurs. Il suffit d'avoir un mail professionnel pour pouvoir avoir accès à cette académie. Et vous avez également, on vient de le mettre en ligne la semaine dernière, une vidéo 3 minutes 30 qui explique et qui peut être utilisée par un professionnel pour expliquer l'intérêt de faire reconnaître, par exemple, une formation, un diplôme acquis à l'étranger aux personnes et comment on fait les démarches, quelles sont les étapes de cette démarche. Vous avez tous les livrets qu'on a évoqués et vous avez tous les outils qui peuvent être
utile. Et justement, dans les outils partageables que vous avez après, vous retrouverez les liens et les éléments pour avoir accès au kit, puisque je vous ai mis voilà, les QR codes, il suffit de les flasher pour pouvoir aller dessus. Vous avez l'information et la même chose sur la slide suivante par rapport à la vidéo comment faire reconnaître un diplôme en étranger. Vous pouvez y aller soit en cliquant sur en ligne, soit par le biais du QR code. Vous avez l'application France Travail avec des informations sur ses résultats et ce à quoi elle peut servir. Et derrière, vous avez, dans le slide suivant, vous avez le QR code pour télécharger l'application. Vous avez le lien pour télécharger le guide de pas à pas et vous avez le lien pour pouvoir rejoindre les réunions qu'on a tous les seconds jeudis du mois au cours de ce semestre pour présenter l'application, répondre aux professionnels sur les questions qu'ils pourraient avoir pour utiliser. Vous avez l'information sur Trad Emploi. Pour tous les professionnels qui sont du RPE et qui ont accès via ProConnect. Et puis vous avez information sur Dora. Oui, alors on a eu une séance en particulier sur Dora, du coup, mais c'est toujours bien de le remettre. Voilà. Voilà. Et Et vous, vous retrouvez quelques points en annexe où j'ai remis le parcours primo-arrivant en France avec l'orientation vers France Travail et vers le RPE, notamment des publics agir et non agir. En complément de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure par rapport à tout ce qui était lié à la POEI également, je vous ai mis ce qu'on entendait par les secteurs en tension et l'état des lieux des secteurs en tension en 2025, ainsi qu'une slide sur la POEI allophone, voilà, qui vous permettra d'avoir toutes les infos. un grand merci pour tous ces éléments. Du coup, on s'était dit que c'était intéressant de proposer aussi une action sur le territoire sur les questions d'insertion, en particulier des femmes. Je vais passer la parole à Julie Jéguer, chef de service et chargée de développement à l'UDAF 54 de Martin-Moselle, en particulier sur, si je ne me trompe pas, le dispositif parent solo projet pro. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Julie Gégère de l'UDAF 54. Hein. Je reprécise, c'est pas l'UDAF 57, c'est 54. Donc oui, on a mis en place le dispositif Parents Solo Projet Pro sur le territoire du nord du département Longwy-Briey. Donc, ce dispositif, ça découle d'un appel à projet État conseil départemental, le service insertion du conseil départemental et la CAF. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner des familles monoparentales, donc que ce soit une maman solo ou un papa solo, mais pour l'instant, on n'a que des mamans solo, à la recherche d'un emploi et en levant les différents freins du coup pour se réinsérer professionnellement, donc notamment rechercher un mode de garde pour les enfants, un accompagnement par rapport à la mobilité aussi, la santé. Enfin, on se rend compte qu'en fait, donc c'est des mamans qui sont bénéficiaires du RSA depuis de nombreuses années. Enfin voilà, c'est depuis et elles sont installées dans ce fonctionnement où toute leur quotidien tourne autour du rythme de l'enfant avec l'école, le repas le midi, et donc du coup elles ne se sont pas projetées dans un emploi. Donc nous, on s'occupe vraiment de leur faire émerger un projet emploi. Donc voilà, c'est un accompagnement de 6 mois qui peut être renouvelé jusque 2 ans maximum. Donc il y a une convention avec le conseil départemental qui est renouvelée chaque année. Et les orientations, c'est les partenaires du service territorial insertion, mais aussi des partenaires de la CAF, des CCAS, des communes, des maisons des solidarités, voilà, tout partenaire, toute association qui accompagne du public et qui connaît ce dispositif peut nous orienter pour qu'ils rentrent du coup dans Parents Solo Projet Pro. Là, en 2025, on a eu 14 personnes qui ont été accompagnées. La durée moyenne d'accompagnement, c'était 7,5 mois. Donc, c'était des mamans solo, toutes bénéficiaires du RSA, très éloignées de l'emploi, avec une moyenne de 10 ans sans travailler.
Et la moyenne d'âge, elle était de 40 ans. Et donc, du coup, on a la moitié des mamans sur les 15, hein, on a 50% qui ont eu un retour à l'emploi. L'intervention, c'est 2 rendez-vous par mois en individuel et une action collective aussi. Donc, il y a eu 21 actions collectives dans l'année. En fait, le collectif, ça permet vraiment aux personnes de rompre l'isolement social et créer du lien avec d'autres femmes vivant dans des situations similaires. Voilà, il y a des relations de soutien entre les participantes. Elles se connaissent, donc il y a vraiment un bon collectif qui s'est formé. On a mobilisé des partenaires dans le cadre des actions collectives pour les informer par rapport à leurs droits CAF, par rapport à ce qui existe sur le territoire en termes de mobilité, pour leur montrer que finalement la mobilité, c'est pas un frein à l'insertion professionnelle parce qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. On a aussi travaillé avec la cravate solidaire par rapport à mener un entretien d'embauche, enfin voilà, travailler l'estime des personnes. On leur a présenté aussi des chantiers d'insertion, des propositions d'emploi aussi, parce que des fois, elles commencent à un mi-temps et après, elles accèdent à un temps plein, mais déjà commencé par un mi-temps. Voilà, il y a eu aussi, enfin, il y a eu tout un maillage du territoire pour une fluidité de l'accompagnement. La personne qui accompagne ces personnes, elle est de formation éducatrice spécialisée, donc elle est aussi formée sur les violences intrafamiliales. Voilà, donc sur les 14 personnes accompagnées en 2025, il y a eu 50% de retour à l'emploi. En fait, il y a 4 personnes qui sont allées en formation, en information collective pour faire une formation sur la propreté, une formation qualifiante sur la propreté. Une personne qui a intégré une formation au sein du Greta pour une remise à niveau scolaire. 7 personnes qui ont trouvé un emploi stable. 2 personnes, elles ont été positionnées sur un accompagnement intensif sur l'estime de soi, parce qu'on se rend compte que les femmes, enfin les mamans solo ont besoin de travailler l'estime de soi, la confiance en soi avant un retour à l'emploi. 3 personnes ont obtenu une RA. Une personne a obtenu, enfin voilà, on a aussi accompagné dans les démarches d'accès aux droits. On a fait des demandes d'aide financière pour tout ce qui est secours CAF ou une aide CTASF. Et 3 personnes ont obtenu un cumul emploi RSA. D'accord. Voilà, je pense que de manière générale, en fait, on est référent unique dans le cadre du RSA, donc les personnes voilà, savent que quand elles viennent nous rencontrer, il faut qu'il y ait une démarche d'emploi, d'insertion professionnelle derrière. Du coup, je vais passer la parole du coup à Anaïs Pierret sur une présentation de la structure plurielle, l'association plurielle. Je vais partager le support puisque vous avez un petit schéma pour présenter, Anaïs, votre la démarche. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, au vu du temps imparti, je vais tâcher d'être brève, hein. Voilà. Donc, ma collègue Magali, qui est CIP, Bonjour. et moi-même, nous représentons aujourd'hui l'association plurielle à Strasbourg, qui œuvre du coup particulièrement auprès des femmes immigrées. Donc, chaque année, nous accompagnons environ 150 femmes issues de l'immigration de près de 30 pays différents. Et on peut estimer qu'environ un tiers d'entre elles, à chaque fois, sont primo-arrivantes également, hein. Donc, nous, notre cœur d'activité, ce sera essentiellement l'accompagnement social et l'accompagnement professionnel de ces femmes, donc avec un point d'honneur porté à l'acquisition des compétences langagières, donc les ateliers socio-linguistiques de français dans un premier temps. Donc, notre activité va se diviser en 2 parcours. Un parcours que vous voyez là sur le schéma en jaune, c'est le parcours social qui sera essentiellement constitué d'ateliers socio-linguistiques du coup et d'autres ateliers. Mais là, du coup, je vais plutôt décliner un peu plus profondément le parcours professionnel, donc qui est en vert sur le schéma, puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Donc, divisé du coup en 2 axes principaux. Donc, d'une part, là aussi, des ateliers socio-linguistiques
à visée professionnelle cette fois-ci, donc avec des thématiques vraiment axées autour du monde du travail. Donc on aura par exemple connaître et communiquer avec les acteurs de l'insertion, ou qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Oui, les savoir-faire, les savoir-être, les droits et les devoirs au travail également. Et en complément de ces ateliers sociolinguistiques, du coup, on a également des ateliers de vie professionnelle animés par Magali ici, qui, eux, vont avoir plutôt pour objectif de donner les codes du monde du travail. Voilà, merci Magali, de donner les codes du monde du travail, de développer des compétences, et surtout, il y a un gros accent qui est mis sur l'estime de soi. Ça a été abordé tout à l'heure également, le problème de l'estime de soi auprès des femmes. Donc Magali fait ce travail-là avec les femmes en première instance, qu'elles reprennent confiance en elles et en leurs compétences. Et avec ces ateliers collectifs, donc, il y a également un accompagnement individualisé avec toutes ces femmes pour élaborer leur projet professionnel et le mener à terme autant que possible. Donc, ça peut passer par la formation certifiante et qualifiante, ça peut passer par la PMSMP et à terme, on l'espère, le retour à l'emploi en CDD, voire en CDI. Et une petite nouveauté là qui semble se profiler à l'horizon avec la possibilité de créer des micro ou auto-entreprises. Donc, on espère que ça fonctionnera. Voilà, et donc en parallèle de toutes ces activités, pour les 2 parcours, nous proposons aussi du coup des ateliers numériques, puisque là aussi, on en a évoqué tout à l'heure, il y a vraiment un enjeu autour du numérique. D'une part, certaines personnes n'ont même jamais eu accès à l'outil numérique, donc nous avons des ateliers d'initiation et 2 ateliers distincts, donc des ateliers de dématérialisation sociale pour accéder à toutes les plateformes d'aide sociale, donc par exemple CPAM, et les plateformes professionnelles, typiquement les outils de France Travail. Et donc, nous avons aussi, avec tout ça, plein d'autres activités qui gravitent autour, avec l'objectif toujours de pratiquer le français dans d'autres contextes que juste dans une salle de classe, et de soutenir tous les efforts de toutes ces femmes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle au quotidien. Donc, ça peut passer par l'accès à la culture, ça peut passer par le sport, et ça peut passer aussi par des ateliers de bien-être ou de mieux-être, notamment par les groupes de parole qui ont été mis en place il y a quelques années et qui fonctionnent très bien. Ça permet de libérer un peu la parole, ça leur fait beaucoup de bien. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. Donc, merci encore d'avoir accepté de présenter l'association. Du coup, pour terminer, puisqu'il est bientôt midi, vous rappelez le calendrier à venir. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie chaque mois, quand on envoie l'invitation, le document qui s'appelle Ressources Intégration. Voilà. Et tous ces éléments et toutes les présentations sont sur le site de l'ORIV également. Tout cela étant possible par le financement de la DRAT. Merci à tous.